Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Voilà, je vais vous parler aujourd'hui des colères du soleil. Alors j'avais prévu de faire mon exposé pour vous parler en particulier des observations d'un nouveau satellite qui s'appelle Solar Orbiter, qui a été lancé en 2020 euh, et qui est une expérience de l'Agence spatiale européenne et de la NASA, et de vous montrer les superbes images que nous avons des détails de l'atmosphère du Soleil avec Solar Orbiter. Et en fait, je vais bien sûr vous parler de ça, mais comme il y a eu dans l'actualité récente ces aurores dont on a parlé, par exemple, au journal télévisé hier, je me suis dit que ce serait aussi bien que je vous montre des photos des aurores d'hier et que je vous explique un petit peu en quoi c'est exceptionnel qu'on voit des aurores jusqu'en France. Je travaille à l'Observatoire de Paris, je suis directeur de recherche au CNRS et donc je suis spécialisée dans l'étude de l'activité du Soleil et j'ai beaucoup travaillé en fait sur cette mission Solar Orbiter dont je vais vous parler. Alors avant de rentrer dans les détails de ce qui nous intéresse en tant que scientifiques, je vais d'abord vous présenter donc des généralités sur le Soleil qui est notre étoile. Hein. À gauche, vous avez une photo d'un coucher de soleil. Donc, c'est l'étoile qui nous fait vivre, qui est source de lumière, d'énergie, de chaleur et source de vie pour nous et qui peut également est également un objet qui est source d'inspiration pour les poètes, les artistes, etc. À droite, au contraire, vous avez une vision beaucoup plus scientifique de l'étoile. Là encore, une image de cette sonde solaire qui s'est rapprochée du Soleil l'année dernière et qui a commencé à faire des observations très proche du Soleil. Alors, très proche du Soleil, ça veut dire un tiers de la distance Soleil-Terre. C'est quand même pas complètement dans l'étoile, mais on voit beaucoup mieux les détails de l'atmosphère du Soleil qu'on appelle la couronne. Voilà un petit peu le plan de mon exposé. Donc je vais vous parler un petit peu du Soleil, de la couronne du Soleil dont vous avez des détails à droite, de l'activité dans cette atmosphère qui est à l'origine des fameuses colères du Soleil. Je vous ferai une petite liste des questions qu'on se pose en tant que scientifique sur le Soleil. Je vous parlerai de la mission Solar Orbiter et des premières observations de cette mission. Et je finirai pour vous dire quelques mots sur ce qu'on appelle la physique des relations Soleil-Terre, c'est-à-dire en quoi l'activité du Soleil, donc les colères du Soleil, peuvent affecter l'environnement de la Terre. Et c'est là on peut dire quelques mots sur les aurores qui ont eu lieu et une nouvelle discipline qui est en train de se développer qui s'appelle météorologie de l'espace. Pour la plupart des gens, donc le Soleil, c'est déjà ce disque jaune que l'on voit avec nos yeux. Ce disque jaune, c'est ce qu'on pourrait appeler la surface du Soleil, sauf qu'à la différence de la surface de la Terre, la surface des étoiles, ça n'est pas une surface solide, c'est en fait une surface un peu à partir de laquelle la lumière sort de l'étoile. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez dans votre cuisine, vous chauffiez, vous aviez un feu qui dégageait énormément et quand vous entrez dans la cuisine, vous ne voyez pas le feu, mais vous voyez le nuage et c'est une surface virtuelle. Et en fait, la surface de notre étoile, c'est exactement ça. C'est la surface à partir de laquelle la lumière sort de l'étoile. L'autre vision qu'on peut avoir euh, en tant que être humain, que astronome amateur du Soleil, c'est la vision de l'atmosphère du Soleil, ce qu'on appelle la couronne, lors des éclipses totales de Soleil. Alors, une éclipse totale de Soleil, c'est quelque chose qui arrive assez rarement, en fait, à un endroit donné, et ça correspond, en fait, à un moment où la Lune passe
exactement entre le Soleil et la Terre. Le disque de la Lune a le bon goût d'avoir la même taille que le disque solaire vu de la Terre. Et ça, donc à ce moment-là, quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre, ça cache le disque du Soleil, donc le disque jaune qu'on voit d'habitude, et ça permet de voir l'atmosphère du Soleil. Alors on peut voir, j'ai vu moi-même quelquefois des éclipses totales de Soleil, j'en ai vu 3 dans ma carrière, sont des moments absolument extraordinaires. Mais contrairement à ce que je vous montre donc sur la figure de droite, c'est pas vraiment ça qu'on voit avec nos yeux, parce que là, ce sont une photo qui est prise avec des instruments spécialisés. C'est une photo d'éclipse qui est faite par un de mes collègues de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et quand on fait donc des photos d'éclipses avec des appareils spécialisés, on applique des filtres de façon à voir beaucoup mieux les structures qui sont distantes du bord du Soleil. Et ce que l'on voit quand on voit donc des photos d'éclipses, c'est des grands jets qui partent du disque solaire. Ça ressemble un petit peu au dessin que font les enfants quand ils dessinent le Soleil avec des rayons. Donc cette couronne solaire que l'on voit dans les éclipses, lors des éclipses, en fait, les physiciens solaires, on aime beaucoup étudier cette couronne. Et pour ce faire, on a développé un certain nombre d'instruments, en particulier des instruments qui font des éclipses artificielles, qu'on appelle des coronographes. Donc, je vous montrerai des observations de coronographes tout à l'heure. Et pourquoi est-on intéressé en particulier par l'atmosphère de l'étoile, donc cette couronne? C'est parce que c'est cette atmosphère qui est le siège des colères du Soleil dont je vais vous parler. Alors, en tant qu'être être humain sur Terre, quelquefois, on peut aussi assister à des phénomènes extraordinaires et qui montrent en fait, qui illustrent l'influence du Soleil et des colères du Soleil sur l'environnement terrestre. Alors, il se trouve que il y a eu un petit peu d'activité donc les derniers jours et il y a eu des aurores boréales qui ont pu être. D'habitude, les aurores boréales, on les voit aux latitudes de l'ordre de 60 degrés nord et sud sur Terre, mais on en voit extrêmement rarement quand on est en France. Et il se trouve que avant-hier, donc il y a eu des aurores boréales et j'ai trouvé donc sur Internet des observations magnifiques de cette aurore prise le 27 février avec le Mont Saint-Michel. Et vous voyez donc ces lumières roses au-dessus du Mont Saint-Michel qui correspond finalement à l'excitation de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre en réponse à l'activité solaire. Donc ça, c'est extrêmement rare de voir ça en France. C'est parce qu'il s'est passé des choses un peu particulières sur le Soleil les jours qui ont précédé. Voilà ici une autre vision de cette même aurore, enfin, du même phénomène, mais vue cette fois en Nouvelle-Zélande, donc de l'autre côté de la Terre, et le 28 février. Donc là aussi, un spectacle absolument fabuleux avec donc de la lumière rosée, des rayons, on voit des stries qui descendent vers l'horizon. Alors ça, c'est assez inhabituel donc de voir des aurores à nos latitudes. Et d'habitude, les aurores, on les voit plutôt quand on va en Scandinavie. Et en général, ce qu'on voit plutôt quand on observe les aurores en Scandinavie, c'est plutôt de la lumière verte, comme vous voyez ici, qui correspond là aussi à l'excitation de molécules, d'atomes d'oxygène dans l'atmosphère terrestre. Et on voit beaucoup plus souvent ces aurores sous forme de lumière verte. Alors j'essaierai à la fin de mon exposé de vous expliquer pourquoi de temps en temps c'est rose, pourquoi c'est vert. Alors je dois dire que là, moi aussi, récemment, j'ai été en Scandinavie pour voir des aurores boréales. J'étais il y a un mois et demi et j'étais entre guillemets assez déçue parce que à force de voir des magnifiques photos qu'on monte dans les exposés, qu'on trouve dans les livres, on imagine que ce qu'on voit vraiment à l'œil nu, c'est vert comme ça.
Et en fait, notre œil n'est pas très sensible au vert. Donc en fait, quand on va voir des aurores, la plupart du temps, ça fait plutôt gris-vert. Et donc c'est beaucoup moins visible à l'œil nu qu'avec un appareil photo. Malgré tout, ce sont aussi bien les éclipses totales de soleil que les aurores boréales. C'est vraiment des phénomènes naturels qui sont absolument, enfin, qui sont absolument extraordinaires à voir, même pour quelqu'un qui passe son temps à les étudier. Voilà. Donc, après cette petite introduction un petit peu générale pour vous montrer les belles images, je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans la partie un peu plus technique, dirons-nous, de mon exposé, puisqu'à la fin, je voudrais donc vous parler de cette mission Solar Orbiter, l'orbiteur solaire, qui est donc une des premières missions du programme Cosmic Vision de l'Agence spatiale européenne. C'est une collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA. Et cette mission a été lancée le 10 février de Cap Canaveral en Floride. Et là encore, j'ai pu assister à ce lancement. Et là aussi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de voir le lancement d'un satellite pour lequel on a beaucoup travaillé pour sa préparation. Alors, la particularité de cette mission, c'est que c'est un satellite qui va pour la première fois se rapprocher du Soleil. Donc, j'ai dit tout à l'heure un tiers de la distance Soleil-Terre, c'est-à-dire à certains moments, il est en deçà de l'orbite de Mercure. Et le but de cette mission, c'est de comprendre comment donc le Soleil, qui est notre étoile, crée et contrôle l'héliosphère. Alors, l'héliosphère, c'est la bulle de plasma qui entoure le Soleil et dans lequel nous baignons. Alors, il faut savoir que dans l'univers et aussi dans le système solaire, l'essentiel de la matière n'est pas sous la forme telle qu'on la connaît sur Terre, euh, gaz, solide, liquide, enfin plus exactement gaz, liquide, solide ou le contraire, mais que dans l'univers, l'essentiel de la matière est dans un quatrième état qu'on appelle le plasma, et dans lequel les électrons et les ions, c'est un milieu très dilué en général, assez chaud, et dans lequel les électrons et les ions qui sur Terre sont combinés dans des atomes, en fait, vivent un petit peu leur vie dans les plasmas. Et donc, la physique est un petit peu différente. Et c'est donc ce qui nous intéresse de comprendre comment, finalement, le Soleil gère la bulle de plasma dans laquelle nous, on baigne. Et pourquoi, donc les autres questions qu'on se pose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'activité solaire, donc les éruptions solaires, mais aussi le vent solaire, dont je vais vous parler, pourquoi ça varie avec le temps. Donc voilà les grandes questions que l'on se pose. Alors tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur des détails sur le Soleil. Donc le Soleil, c'est une étoile, comme toutes les étoiles. Elle n'est pas particulièrement extraordinaire, c'est plutôt une petite étoile. Mais bien évidemment, c'est notre étoile, c'est elle qui nous apporte l'énergie, c'est elle qui a permis le développement aussi de la vie sur Terre. Alors comme toutes les étoiles, le Soleil est une boule de gaz. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le Soleil est une boule de gaz et à l'intérieur donc de cette boule de gaz, donc ici on a la surface, ce qu'on appelle la photosphère, à partir de laquelle la lumière sort. La température à la surface du Soleil, c'est de l'ordre de 5700 degrés. Mais à l'intérieur du Soleil, ce qu'on appelle dans le noyau, à l'intérieur, la température est bien plus élevée, 15 millions de degrés, le milieu est extrêmement dense, la pression est très élevée, et dans ce cœur très chaud et très dense, en fait, il y a des réactions nucléaires de fusion d'hydrogène et d'hélium qui se passent naturellement. Et donc, c'est la source de l'énergie du Soleil, cette fusion d'hydrogène en hélium, tout comme c'est la source d'énergie de la plupart des étoiles. Évidemment, c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans les laboratoires sur Terre, de faire justement ces réactions de fusion et qu'on arrive encore difficilement à faire, mais les étoiles font naturellement
cette fusion de l'hydrogène en hélium qui libère de l'énergie. Et c'est cette énergie qui ensuite est transportée vers la surface du Soleil, tout d'abord par absorption et réémission des grains de lumière, et ça prend énormément de temps. Et ensuite, quand on arrive à la base un peu plus près de la surface du Soleil, en fait, la matière, l'énergie commence à être transportée par des phénomènes de convection, comme dans l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire que la matière chaude, les bulles de matière chaude montent à la surface, libèrent leur énergie et redescendent. Et en fait, on a une trace de ces bulles de matière quand on observe la surface du Soleil. Alors, c'est la petite image en bas à gauche, là, où vous voyez donc, c'est un détail de la surface du Soleil. Ça, c'est une image du pic du Midi. Et on vous a des petites cellules qui sont brillantes à côté, et à côté, entre ces cellules, vous avez des frontières qui sont plus sombres. Ça, c'est ce qu'on appelle les cellules de convection ou la granulation solaire. Et c'est une trace des bulles de matière qui montent à la surface et qui apportent l'énergie. Alors, quand on regarde la surface du Soleil, donc je vous parle là maintenant de l'image du milieu, on ne voit pas que cette granulation. Ici, c'est une image avec un champ de vue un peu plus grand. Mais on peut voir de temps en temps, à la surface du Soleil, des taches solaires. Donc, ce sont ces régions noires parce qu'elles sont plus froides, donc elles émettent moins de lumière, en fait. Et ces taches solaires, on n'en a pas toujours à la surface du Soleil. On en a énormément quand le Soleil est très actif, au moment du maximum d'activité solaire, ça c'est tous les 11 ans. Et quand on est au minimum d'activité solaire, on en voit moins. Ces taches solaires, elles sont observées à peu près depuis le début du XVIIe siècle, quand on a inventé la lunette astronomique. Alors, ces taches solaires, c'est ce qui traduit en fait l'activité. C'est à partir de ces taches qu'on va pouvoir parler d'activité du Soleil. Et je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ces tâches sont liées à l'activité du Soleil. Et puis là, à nouveau, donc, les observations de la couronne du Soleil, qui est donc un milieu qui a une température de 1 million de degrés, ça on le sait, parce qu'on a à partir d'observations d'éclipses totales qui ont été faites au milieu du XXe siècle, au début du XXe siècle, pardon, on a observé des raies lors des éclipses, des raies particulières qu'on a interprétées comme des raies du fer, d'atomes de fer extrêmement ionisés, ce qui montre que le milieu est très chaud. Donc, voilà, on a un peu les grandes caractéristiques de la surface du Soleil et de son atmosphère. Donc, la surface, 5700 degrés, et l'atmosphère, 1 million. C'est-à-dire que l'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. Et ça, c'est un des mystères qu'on essaye de résoudre, de comprendre pourquoi l'extérieur, l'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. Ça, c'est assez contre-intuitif. Mais il faut savoir que le Soleil n'est pas la seule étoile qui est dans ce cas-là. Il y a d'autres étoiles qui ont des atmosphères plus chaudes que leur surface. Donc le Soleil, ici, je vous avais à nouveau une vue très détaillée de la surface du Soleil. Donc, j'espère que vous voyez ma souris et que vous pouvez voir. Donc, ça, c'est des détails de la granulation. Donc, ça, c'est les cellules de convection, vous voyez ici. Et ça, c'est une très jolie vision d'une tache sombre avec des espèces de pétales, là. Donc, en fait, ces taches, elles sont rarement toutes seules. Elles vont très, très souvent par deux. Donc, voilà ici une autre photo qui vous montre une très grosse tache avec une plus petite tache à côté. Et en fait, il faut comprendre ça, ces taches, comme ces taches mettent en évidence, en fait, des régions où il y a du champ magnétique à la surface du Soleil. Alors, je suis désolée parce que je vais parler beaucoup de champ magnétique parce que tout ce qui est activité solaire est lié au champ magnétique. Donc, je sais que ce n'est pas toujours des notions qui sont très faciles, le champ magnétique, mais de base, je pense que tout le monde a joué avec des aimants et peut-être a joué avec des aimants et de la limaille de fer.
Et en fait, on sait que quand on a un aimant, donc avec un pôle magnétique sud, un pôle magnétique nord ici, eh bien, et qu'on met de la limaille de fer va s'organiser et tracer des lignes qu'on appelle des lignes de champ magnétique entre les deux pôles. Alors, il faut voir que dans l'atmosphère du Soleil, qui est un plasma en fait, donc cette matière qui est finalement une matière électrique, électrisée, va suivre les lignes de champ. Donc la matière de la couronne va nous tracer les lignes de champ. Et donc ici, vous avez donc la tâche, ça va être l'équivalent des pieds des lignes de champ, donc de là où on a les concentrations de champ magnétique. Et puis toutes ces structures-là, par exemple, qui partent en spirale, ben, ça correspond à ces structures que l'on voit ici autour des aimants. Et puis entre les deux, on va avoir donc des lignes de champ qu'on va appeler boucles magnétiques et que vous voyez ici sur cette image à droite, qui est une autre illustration de l'atmosphère du Soleil, cette fois avec des instruments qui observent non pas dans la lumière visible, mais dans le rayonnement ultraviolet. Parce qu'il faut savoir que donc, cette atmosphère du Soleil, étant extrêmement chaude, 1 million de degrés en moyenne, va émettre naturellement des rayonnements ionisants, donc qu'on ne voit pas avec nos yeux, bien évidemment, qui de plus sont arrêtés par l'atmosphère terrestre, donc on ne peut observer qu'à partir de satellites. Mais on a beaucoup d'observations donc de l'atmosphère du Soleil dans ces rayonnements EUV. Et on voit en particulier, donc j'essaye de retrouver ma souris, donc là vous avez le bord du Soleil et ces arches magnétiques, ces boucles, qui trace en fait les lignes de champ magnétique entre les deux dipôles. Et là, je vous ai montré des aimants avec de la limaille de fer. Donc, le Soleil, c'est une étoile active, on va le voir, parce qu'il y a du champ magnétique à la surface de l'étoile qui varie avec le temps, qui varie avec le cycle d'activité, mais qui varie aussi sur des échelles beaucoup plus courtes, de l'ordre de plusieurs jours. Le champ magnétique à la surface du Soleil, c'est à peu près 10 000 fois celui de la Terre. Alors là, je vais vous montrer au milieu, c'est un petit film. En fait, ce que je vais vous montrer, ce sont des reconstitutions du champ magnétique à la surface de l'étoile. Alors, pour mesurer le champ magnétique à la surface de l'étoile, on analyse la lumière, toujours, qui vient de l'étoile, mais on l'analyse en utilisant un effet de physique atomique particulier qui s'appelle l'effet Zeeman. Quand il y a un champ magnétique, le champ magnétique modifie un petit peu la longueur d'onde des émissions et la polarisation, et en mesurant ces modifications, on peut remonter au champ magnétique à la surface de l'étoile. Alors, ce que vous allez voir, là, je vais m'arrêter à certains moments. Donc, vous voyez d'abord, d'une part, que le Soleil tourne sur lui-même. Ce n'est pas toujours évident. Tout le monde ne le sait pas. Le Soleil tourne sur lui-même avec une période de l'ordre de 27 jours. Et le Soleil, tout comme d'autres étoiles, a la particularité de tourner plus vite à son équateur qu'au pôle, ce qui n'est pas le cas de la Terre. Elle a une rotation rigide. Les planètes, en général, ont une rotation rigide. Mais les étoiles ont une rotation, ce qu'on appelle différentielle, c'est-à-dire que l'équateur tourne plus vite que les pôles. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le champ magnétique dans des régions actives, dans l'hémisphère sud, l'hémisphère nord. Vous voyez qu'on a des concentrations, des grosses taches noires et des grosses taches blanches à côté qui montrent donc des concentrations de champs magnétiques dont les régions actives sont des endroits où on a des concentrations de champs magnétiques et c'est ça qui va être à l'origine donc des phénomènes d'activité éruptifs. Donc voilà, je vous laisse tourner un petit peu le Soleil. Bon, il n'y a pas toujours des taches sur le Soleil vu de la Terre, parce que là, sont des observations d'un satellite qui est en orbite autour de la Terre, donc on ne voit pas toujours des régions actives, mais malgré tout, comme vous le voyez, il y a toujours un peu de champ magnétique à la surface du Soleil. Donc,
comme je vous l'ai dit, le fait qu'il y ait un champ magnétique variable au cours du temps et un champ magnétique dans les régions actives, ça va entraîner donc d'activité dans l'atmosphère du Soleil. Cette atmosphère du Soleil, c'est un plasma chaud, plus chaud que la surface, comme je l'ai déjà dit, et structuré par ce fameux champ magnétique. Donc cette couronne solaire, en fait, elle est très bien observée à bord de satellites, avec des observations en extrême ultraviolet. Donc ça, c'est le film qui passe sur la gauche. Donc là, ce sont des observations d'un satellite qui s'appelle Solar Dynamics Observatory. Donc, vous voyez ici des petits films donc, qui vous montrent. Donc, la vitesse n'est pas réelle, hein, c'est accéléré. Donc, on voit donc tout ce qui est brillant. Au milieu sont des régions actives. Et puis, vous voyez qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus sombres dans l'atmosphère solaire, qui correspondent à ce qu'on appelle des trous coronaux, où la matière est à la fois moins chaude, moins dense, et donc elle émet moins. Puis vous avez aussi des petits points brillants. Donc tout ça, ça constitue des structures dans l'atmosphère du Soleil qui traduisent son activité. On peut aussi observer le Soleil en rayon X, la couronne du Soleil en rayon X. Donc tout ça, bien évidemment, sont des fausses images. Hein. Les instruments sont on mesure donc l'intensité en fonction de l'endroit dans l'image avec des détecteurs à bord des satellites et ensuite on fait des images avec des couleurs que notre œil peut voir, bien évidemment. Donc ici, vous avez donc, la couronne solaire vue pendant 10 ans en rayon X par un satellite japonais qui s'appelait Yoko. Comme vous le voyez, par exemple, en 2001, là, c'est au milieu, la couronne du Soleil était assez brillante parce qu'on était au maximum d'activité. Donc, c'était un moment où on avait pas mal de tâches. Et au contraire, en 1996 ou 2006, donc 10 ans avant, 5 ans avant, pardon, 5, 6 ans, je ne sais plus compter, 5 ans avant et 5 ans après, au minimum d'activité, l'atmosphère du Soleil était beaucoup plus sombre. On ne voit pas de région active, on voit éventuellement quelques petits points brillants. Et ça, c'est lié donc au cycle d'activité du Soleil qu'on connaît d'une part par les tâches depuis fort longtemps et également par cette vision de la couronne solaire. Donc, si on regarde, voilà, je vous ai parlé donc de la température à la surface, 5700 degrés, et de la température dans la couronne, 1 million de degrés. Donc là, ce type de questions, ça fait partie des questions qui sont encore ouvertes, c'est-à-dire comment l'atmosphère du Soleil est-elle chauffée? Alors évidemment, on a des éléments de réponse. Depuis des années, on a travaillé sur des interprétations, on a des observations, mais on ne connaît pas encore le détail du chauffage de cette couronne. Et ça fait partie donc, des questions qui restent ouvertes et qui nous intéressent en particulier avec les nouvelles observations de Solar Orbiter. Alors, pour vous expliquer un petit peu voilà, le processus, donc en bas, ici, vous avez l'altitude dans la surface du Soleil, donc 2000, 10 000 km. Là, c'est la surface, la photosphère, où on voit donc le champ magnétique que je vous ai montré tout à l'heure. La température, j'ai dit 5700, ici, on est à peu près 6000 degrés. Bon. Et plus on monte dans l'atmosphère du Soleil, et plus la température s'élève. Donc, à 2000 km, elle est de 10 000 degrés et beaucoup plus haut, elle passe à 100 000 degrés. Dans la couronne, elle atteint 1 million à 10 millions de degrés. Et donc, il faut comprendre comment on peut chauffer ce milieu. Et donc, on a quand même quelques éléments de réponse. Ça peut être soit par dissipation d'ondes, soit par des processus liés à la libération d'énergie magnétique dans l'atmosphère du Soleil, dont je vous parlerai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, cette couronne magnétisée, c'est elle qui est le siège de l'activité solaire.
en partie. Donc, à gauche, vous avez une image toujours en extrême ultraviolet de la couronne du Soleil observée par un satellite de l'ESA, SOHO, lancé en 1995, mais qui fonctionne encore, dont certains instruments fonctionnent encore. Et puis là, vous avez les observations à droite, un petit film qui vous montre donc des observations de l'atmosphère du Soleil avec différentes longueurs d'onde, je veux dire différentes couleurs dans l'extrême ultraviolet qui permettent de voir le plasma à différentes températures. Ce que vous voyez ici, ça reboucle le film. Vous voyez ici, on a des régions qui sont assez brillantes, donc qui sont des régions actives. Là, c'est un trou coronal. Et puis, à certains moments, dans cette région active, ça devient de plus en plus brillant. Puis, vous avez vu, il y a de la matière qui est éjectée vers le haut, vers l'atmosphère du Soleil, éventuellement de la matière qui retombe sur le Soleil. Et ces phénomènes éruptifs, c'est ce qu'on va appeler des éjections coronales de masse. Et ça également ça peut également avoir des impacts sur ce qui se passe au niveau de la Terre, et en particulier ces éjections coronales de masse. Ça va être à l'origine de ce qu'on a vu il y a 2 jours. Il y a eu des éjections coronales de masse qui se sont propagées jusqu'à l'orbite de la Terre et qui ont entraîné ces aurores boréales spéciales. Alors, on essaye bien évidemment de comprendre aussi comment fonctionnent ces éjections de masse coronale, comment elles se créent. Donc, on sait que la force qui va initier ces éjections de matière, là encore, c'est lié au champ magnétique, sont des forces magnétiques. Alors ici, toujours, c'est des observations cette fois de Solar Orbiter de l'année dernière. Donc là, on voit des détails dans ce film de mouvement de matière tout le temps dans l'atmosphère du Soleil. C'est-à-dire que cette atmosphère du Soleil, elle est loin d'être immobile. Il y a toujours de la matière qui bouge. Et donc ça va... c'est sûr que pour les physiciens, il faut essayer de comprendre, de modéliser ce que l'on observe. Dans un premier temps, on est fasciné par les nouvelles observations. On s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile à comprendre avec des modèles simples, mais il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe en détail dans l'atmosphère du Soleil. Donc, cette couronne solaire, donc, qui est chaude, vous avez vu qu'il y avait de la matière qui était éjectée quelquefois hors des régions actives. Il n'y a pas que ça qui part du Soleil en permanence. Il y a ce qu'on appelle le vent solaire, qu'on ne voit pas, nous, sur Terre, parce qu'il est dévié par le champ magnétique de la Terre. Le vent solaire, c'est un flux de particules ionisées, d'électrons et de protons qui s'échappent en permanence de l'atmosphère du Soleil, de la couronne du Soleil, et qui se propagent jusqu'à la Terre et au-delà, avec des vitesses qui peuvent être de l'ordre de 400 km par seconde. Ce vent solaire, en fait, il a été prédit par un monsieur qui s'appelle Parker, dont on voit la photo ici, qui a prédit donc l'existence du vent solaire en 1958, avant même les premières observations de vent solaire, à partir des premiers satellites qui ont été lancés dans les années 60, voilà, par exemple Mariner 2, une expérience américaine, qui a mesuré pour la première fois la vitesse du vent solaire à l'orbite terrestre, avec un satellite qui est sorti donc un petit peu de l'environnement terrestre. Ce vent solaire, donc il faut aussi comprendre son origine, parce qu'il a aussi un impact sur notre environnement terrestre. Donc on sait maintenant qu'il y a plusieurs régimes de vent solaire. Un vent solaire lent, typiquement 300 à 400 km par seconde quand il arrive au niveau de la Terre, et un vent plus rapide qui peut atteindre jusqu'à 800 km par seconde. Donc comprendre ce vent solaire, c'est
aussi également une des questions ouvertes et une des questions pour Solar Orbiter, mais c'est également une des questions pour laquelle nos collègues américains ont fait une sonde, pas une petite, ils ont une sonde euh, cousine de Solar Orbiter au niveau européen, donc la sonde solaire qui a été lancée donc, par la NASA cette fois en août 1998 et qui s'appelle maintenant Parker Solar Probe, du nom de Monsieur Parker, Eugene Parker, du docteur Eugene Parker, qui avait prédit donc le vent solaire en 58 et qui là en 2018 assiste au lancement de la sonde. Bon, depuis, il est décédé, mais c'était quand même, je pense, un moment extraordinaire pour lui de voir ce lancement de cette sonde dont un des objectifs est de comprendre ce vent solaire qu'il a modélisé 50 ans, non, plus de 50, 60 ans avant. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilisait beaucoup les coronographes pour faire des éclipses artificielles du Soleil. Alors, typiquement, à bord de nos satellites, on a beaucoup de coronographes qui permettent donc de voir la couronne. Alors ici, en fait, le disque occulteur, là, est beaucoup plus large. Enfin, ce que l'on cache du Soleil, c'est beaucoup plus large que le disque solaire, qui serait représenté par le petit cercle blanc au milieu. Et en fait, on voit ici donc les structures de la couronne, beaucoup plus loin du Soleil. Ce que vous voyez ici, c'est donc ce qu'on appelle les jets coronaux, donc les rayons les rayons du soleil. Donc, ce sont des structures qui sont de matière un peu plus dense que le reste, qui sont canalisées par les lignes de champ magnétique du soleil. Ce que vous voyez également donc, dans cette image des coronographes, les petits points sont les étoiles qui sont dans le champ de l'instrument. Et ici, c'est une planète. Alors, quand je vais vous faire passer le film, vous allez voir donc, que la planète bouge dans le champ de l'instrument. Et ce que vous allez voir de temps en temps, pardon, excusez-moi, c'est des bulles de matière, voilà, qui partent du Soleil et qui se propagent très très loin du Soleil. Et donc ça, c'est les fameuses éjections coronales de masse dont je vous ai montré avec le départ de la surface du Soleil tout à l'heure avec un autre film. Et là, en fait, avec ces instruments, on peut suivre la propagation de ces éjections de masse coronale dans le milieu interplanétaire. Alors là, la neige que vous venez de voir arriver sur les détecteurs, enfin l'espèce de neige, c'est lié à l'arrivée de particules énergétiques qui sont également produites par le Soleil lors de l'éruption solaire ou par l'éjection masse coronale quand elle se propage en milieu interplanétaire. Donc non seulement on a des jets de matière, mais on a aussi des particules très énergétiques qui peuvent se propager donc, dans l'espace interplanétaire et arriver jusque nous. Alors en termes d'énergie, une éjection coronale de masse, tout comme une éruption, ça libère de l'ordre de 10 puissance 25, c'est-à-dire 10 avec 25 zéros derrière, joules, c'est-à-dire des millions de fois la consommation annuelle d'énergie électrique de la France. Donc, c'est quand même des phénomènes qui sont assez énergétiques. Donc, voilà encore donc, des questions que l'on se pose, c'est-à-dire comment le vent solaire est-il accéléré? Donc là, toujours pour terminer un petit peu sur ces éjections de masse coronale, ce que vous avez ici, l'image de fond, donc c'est une image du Soleil, de l'atmosphère du Soleil, avec ici une très grosse protubérance. Ici, en comparaison, vous avez la Terre. Alors, la taille de la Terre, évidemment, elle est beaucoup plus loin du Soleil que ça. Et puis, le film que vous voyez, ça vous montre une combinaison d'instruments, donc un coronographe, cette fois, il est coloré en orange, et l'image bleue, c'est un autre type d'instrument qu'on appelle imageur héliosphérique et qui permet, là encore, de voir la propagation de l'éjection de masse coronale
Alors, de la propagation de l'éjection de masse coronale dans le milieu interplanétaire. Alors, est-ce qu'il ne veut plus marcher là? Bon. Donc, voilà encore quelques autres illustrations donc, d'éruptions solaires observées donc, à la surface, dans l'atmosphère du Soleil ici en UV. Donc ça, c'est typiquement le type d'éruption qu'on a eu il y a 2 jours. Je vous montrerai tout à l'heure les films il y a 2 jours. Et puis, associé à ces éruptions, donc des éjections de masse coronale qu'on observe dans le champ des coronographes, qui peuvent se propager jusqu'à l'orbite terrestre et également apporter un certain nombre de particules qui sont mesurées également par des satellites qui surveillent donc l'activité solaire. Ce sont des satellites de la NOAA, c'est l'équivalent de la de Météo France aux États-Unis, mais ils surveillent également ce qui se passe au niveau du Soleil. Donc ici, vous voyez donc c'est des émissions en rayons X du Soleil. Donc vous voyez, au moment de l'éruption, on a une très grosse augmentation de l'émission X solaire, ça correspond à ce phénomène. Et ici, on mesure les protons très énergétiques qui arrivent au niveau de la Terre et qui correspondent au moment, par exemple, où on a cette espèce de neige dans le champ de coronographe. Donc, une des autres grandes questions que l'on veut traiter, c'est comment les particules énergétiques sont accélérées dans les éruptions solaires. Tout ça, on sait que c'est lié donc toujours à ce fameux champ magnétique que dans les éruptions ou à cette propagation d'éjection de masse coronale. Donc tout ça sont des questions qui sont encore, même si on a depuis les années 80 en particulier, on a eu beaucoup de satellites d'observation du Soleil, on a des éléments de réponse, mais on a encore beaucoup de questions. Et c'est pour répondre à ces questions qu'on a conçu la mission Solar Orbiter, dont je vais vous parler maintenant, donc, qui, comme j'ai dit, a été lancée le 10 février 2020 de Cap Canaveral et qui est donc quelque part la petite sœur ou la petite cousine de la mission Parker Solar Probe de la NASA qui a été lancée 2 ans avant et dont je vous ai montré, je vous en dis quelques mots auparavant. Donc maintenant, moi, je vais essentiellement vous parler donc, de Solar Orbiter et des questions donc, que l'on veut résoudre. Donc, on veut comprendre comment le Soleil, donc c'est le petit point jaune là qui est au milieu, contrôle donc cette bulle de plasma qui est autour de nous. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur ce schéma, on a le jaune, c'est le Soleil, on a les planètes qui sont là, le système solaire. Et puis, autour de ces planètes, il y a une bulle de plasma qui fait quelque chose comme 100 unités astronomiques qui contrôle finalement, à l'intérieur de cette bulle, tout ce qui se passe est contrôlé par le Soleil, en fait. Et quand on sort de cette bulle, c'est contrôlé par ce qui se passe dans les autres étoiles. Il faut savoir qu'il y a des sondes qui sont sorties de cette héliosphère, ce sont les sondes Voyageur 1 et 2, qui ont été lancées dans les années 70 et qui continuent encore à fonctionner un peu, et qui nous donnent des informations sur ce qui se passe au-delà de cette frontière, de ce qu'on appelle l'héliopause, dans laquelle on n'est plus dans le régime contrôlé par le Soleil, mais dans le régime contrôlé par les autres étoiles. Donc, c'est toute cette thématique qu'on veut essayer de comprendre avec Solar Orbiter. Donc, on veut comprendre comment le champ magnétique comment le champ magnétique est créé sur le Soleil, comment on explique le cycle solaire dont je ne vous ai pas trop parlé, quels sont les mécanismes qui permettent d'expliquer le chauffage de la couronne, le vent solaire et l'activité éruptive du Soleil. Donc, quelques mots donc, sur Solar Orbiter. Donc, c'est une mission de l'ESA. En fait, c'est une mission particulière pour des physiciens solaires comme moi, parce que d'habitude, on a eu l'habitude d'avoir des satellites qui fournissaient énormément de données tout le temps. Or là, cette mission, c'est plutôt une mission de type planétologie, c'est-à-dire des missions avec des rencontres.
parce tous les instruments ne fonctionnent pas tout le temps. Le but de cette mission, c'est de faire des observations proches du Soleil. Donc, on va aller jusqu'à 0,28 unités astronomiques, donc en deçà de l'orbite de Mercure. Et à la fin de la mission, après 2025, on va sortir du plan de l'écliptique, c'est-à-dire du plan des planètes, pour voir les pôles du Soleil. Alors, je vais passer assez vite sur un petit film qui est là, qui va vous montrer donc l'orbite de Solar Orbiter. Donc, au milieu ici, vous avez le Soleil. Là, c'est l'orbite de la Terre, Vénus, Mercure. Et on a le temps qui défile là. Donc, on lance en février 2020 et on va voir donc le satellite. Là, ça, c'est l'orbite du satellite qui d'abord va se rapprocher de Vénus, puis subir une attraction gravitationnelle en décembre 2020 avec Vénus, une deuxième un peu plus tard, pour revenir vers la Terre en novembre 2021, et ensuite se rapprocher de plus en plus du Soleil. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est pas si facile que ça de se rapprocher du Soleil, parce que, comme on sait, nous on est sur Terre, la Terre tourne autour du Soleil, on ne tombe pas sur le Soleil, on est en orbite circulaire, enfin, elliptique autour du Soleil. Et donc la vitesse circulaire de la Terre autour du Soleil, la force centrifuge qui est associée à ça, nous empêche de tomber vers le Soleil. Donc quand on lance un satellite à partir de l'orbite terrestre, il a cette vitesse de la Terre, donc il ne va pas naturellement se rapprocher du Soleil. Pour le faire se rapprocher du Soleil, il faut changer à un moment un peu sa trajectoire. Et pour changer ses trajectoires, on utilise donc l'attraction gravitationnelle des planètes. Ça fait comme un effet de fronde. On fait passer le satellite près de Vénus et le fait d'être attiré par Vénus va changer un peu la trajectoire du satellite et ça va lui permettre de changer de trajectoire, en particulier d'avoir une trajectoire avec laquelle on va voir plus proche. Donc là, pendant que je parlais, vous avez le temps s'est passé, on est en 2028 et vous voyez que non seulement on s'est rapproché quand on est proche du Soleil, on est à moins de 0,3 unités astronomiques et en plus, on sait la trajectoire du satellite s'est inclinée par rapport au plan de l'écliptique, ce qui permettra donc de faire pour la première fois des images des pôles du Soleil. Donc, comme je l'ai déjà dit, Solar Orbiter, c'est une mission de type rencontre avec le Soleil. On a énormément d'instruments à bord, c'est une mission très compliquée, 10 instruments, certains qu'on appelle in situ, c'est-à-dire des instruments qui mesurent les paramètres du plasma, là où est le satellite. Ceux-là, ils fonctionnent de façon permanente, mais les instruments qu'on appelle de télédétection, c'est-à-dire les instruments d'imagerie qu'on utilise généralement en astronomie, ceux-là, ils ne fonctionnent que lors de certaines rencontres, lorsqu'on est proche au périhélie, lorsqu'on est proche du Soleil et lorsqu'on est à haute altitude. Donc un fonctionnement très particulier par rapport à ce que les physiciens, au fonctionnement habituel pour les physiciens solaires. Voilà le satellite, donc, qui a été construit par Airbus UK, si je ne me trompe pas, avec un bouclier thermique parce qu'on est très très près du Soleil. La température quand même est de l'ordre de 520 degrés au niveau du bouclier. Et voilà ici les instruments. Alors évidemment, tout ce type de mission, c'est des énormes collaborations internationales. Alors au sein de l'ESA, c'est des collaborations européennes. Et puis, comme on a un partenaire américain, il y a aussi des collaborations avec les Américains. Donc, au niveau des instruments in situ, il y en a un certain nombre qui mesurent le champ magnétique, les particules énergétiques, les paramètres du vent solaire, et un instrument qui a été particulièrement important en France, puisqu'il est sous la responsabilité du laboratoire dans lequel j'ai travaillé, de RPW, donc il mesure les ondes plasma et les ondes radio dans le vent solaire. Et puis des instruments dits de remote sensing, donc qui font de la télédétection,
qui permettent d'avoir des images du soleil en extrême ultraviolet, d'avoir des images en rayon X et de voir donc des coronographes, ici un coronographe et un imageur héliosphérique américain qui permet donc de voir ce qui se passe dans le milieu interplanétaire un petit peu plus loin du Soleil. Donc voilà ici en 2000, je crois que ça c'est 2021, les premières observations scientifiques euh, un peu proches du Soleil, obtenues donc avec les imageurs UV. Donc l'instrument UV, c'est, voilà, je reviens ici, c'est un instrument sous responsabilité belge, mais avec une forte contribution française d'un laboratoire à l'université d'Orsay. Donc là, on commence à voir des détails qui sont absolument extraordinaires sur le Soleil, comme par exemple ici, je vais vous montrer donc, ce qu'on a appelé des feux de camp. Donc, on ne voit pas le film là. Vous voyez, c'est des régions extrêmement... On voit des points brillants qui deviennent brillants. Et donc ça c'est les premières observations. Donc c'était juste pour montrer qu'effectivement, tous les instruments marchaient. À partir de ces premières observations, je vais vous montrer des choses un peu plus en détail. Donc voilà ici des observations qui ont été faites en mai 2020. Là, cette fois, c'est 4 minutes d'observation. C'était pour tester les instruments. Là, on est à peu près à 0,5 unités astronomiques, la moitié de la distance Soleil-Terre. Et c'est la première fois qu'on voit des détails comme ça dans l'atmosphère du Soleil. Donc là, par exemple, ça, c'est la taille de la Terre en comparaison. Et bon, ben voilà, la taille de... C'est un bout de région active qu'on observe sur le Soleil. Là, on a fait un zoom ici. Et ce que vous voyez, c'est que alors que le Soleil était en 2020 encore assez peu actif, il n'y avait pas beaucoup de régions actives, pas beaucoup de tâches, on voit malgré tout des phénomènes tout le temps sur le Soleil, des petits phénomènes d'activité sur le Soleil. Ici, ce qu'on a appelé des feux de camp, parce que ça fait penser un feu. Bon, puis pour, pour la presse, c'était bien d'appeler ça feu de camp. Donc voilà, bon, c'est intéressant de voir ces phénomènes, mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces phénomènes nouveaux qu'on observe sur le Soleil, ça va peut-être permettre d'améliorer la compréhension du chauffage de la couronne. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut espérer apporter de l'énergie en libérant de l'énergie. Donc ces structures, ça contient du champ magnétique. Il y a de l'énergie qui est contenue dans ces structures magnétiques et on peut donc libérer l'énergie contenue dans ces petites structures pour chauffer la couronne. Si on a beaucoup de petites structures qui sont en permanence sur le Soleil, peut-être qu'on peut expliquer pourquoi la couronne est chaude en permanence. Donc là, ça commence à être des éléments de réponse. On n'a évidemment pas encore toutes les questions parce que c'est beaucoup trop tôt par rapport au début de la mission, mais ça vous montre un petit peu ce qu'on va pouvoir apprendre avec Solar Orbiter. Donc voilà ici donc toujours des observations donc avec l'instrument UV donc d'un détail de l'atmosphère du Soleil là où on avait des feux de camp et ici vous avez donc les mesures du champ magnétique à la surface du Soleil dans ces structures. Donc là on ne voit pas du tout des grosses régions actives, on n'a pas des grosses concentrations de champ magnétique, mais on voit malgré tout des petites, on voit que partout il y a un petit peu du champ magnétique. Donc, je vais passer un petit peu plus vite maintenant parce que je m'aperçois que mon temps est en train de filer très, très vite. Donc, voilà ici donc, les premières observations du pôle solaire, du pôle sud du Soleil, pardon, euh, toujours en mars 2022. Donc, ce qui est fascinant, c'est de voir que même dans ces régions qui sont donc trous coronaux, qui sont les régions qui sont plus froides, d'où part le vent rapide, on a des petites structures qui deviennent brillantes, des jets de matière en permanence. Donc, pour moi, je trouve ça fascinant. Et après, il va falloir qu'on comprenne, qu'on modélise, qu'on arrive à comprendre comment tout ça va toutes ces belles images
vont nous permettre d'améliorer notre compréhension de ce qui se passe dans le Soleil. Alors, on peut aussi observer des phénomènes éruptifs hein, avec Solar Orbiter. Et puis, donc, je vous ai parlé donc, de cet instrument radio, RPW. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais passer pour pouvoir vous montrer des choses qui sont quand même plus faciles à expliquer, parce que je voudrais quand même vous parler des aurores. Donc, voilà ici des observations de l'imageur héliosphérique de Solar Orbiter quand il se rapproche de Vénus. Donc là, on voit ce que voit la sonde qui va vers Vénus pour subir sa première attraction gravitationnelle. Ici, on a les planètes Mars, la Terre, Uranus. Ce qu'on peut voir dans ces imageurs héliosphériques, c'est également des comètes, voilà, en décembre de l'année dernière, une comète qui se déplace dans le champ de l'instrument. Et en faisant des traitements d'image un peu particuliers, on peut voir aussi donc la comète, c'est des différentes images. Là, ça permet de voir ce qui est modifié d'une image à l'autre. Donc, si je repasse le film, vous allez voir à nouveau donc, une comète. Et puis, je vais revenir un peu en arrière et m'arrêter. Voilà. Ah, pardon. Là, vous voyez peut-être des structures. Voilà, des structures noires et blanches qui se propagent gentiment. Ça, en fait, c'est une éjection coronale de masse qui vient du Soleil et qui va interagir avec la comète. D'ailleurs, on voit que ça lui a fait des choses parce qu'on voit un petit bout de comète qui s'est déformé. Donc, vous voyez qu'à partir avec cet instrument, on peut non seulement étudier ce qui se passe en provenant du Soleil, mais on peut également observer, étudier l'interaction des comètes avec les éjections coronales de masse. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu, on est vraiment avec cet instrument au début d'une phase de découverte de nouveaux phénomènes. Ça fait simplement 1 an qu'on a des observations de façon à peu près régulière. La fin de la mission, c'est en 2029, elle sera peut-être prolongée. Et d'ici là, on aura des dizaines de milliers d'heures de données à analyser. Et je pense qu'on va découvrir de nouveaux phénomènes sur le Soleil et sur son atmosphère. Alors, pour finir, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous parler quand même des relations Soleil-Terre et de l'effet de l'activité solaire sur l'environnement terrestre. Donc, le début de l'étude des relations Soleil-Terre, ça date de 1859, quand, à l'époque, on n'avait pas de satellite, on faisait surtout des dessins, mais on observait déjà les taches sur le Soleil. Et le 1er septembre 1859 a eu lieu, les observateurs observaient une très très grosse tache qui est devenue extrêmement brillante. Quelques temps après, très peu de temps après, 6 ou 7 heures après, ils avaient aussi des instruments qui mesuraient la variation du champ magnétique au niveau de la Terre avec des magnétographes. Et ils ont vu que suite à cette très grosse embriancement sur le Soleil, il y a eu une variation du champ magnétique terrestre. Et puis ensuite, quelques heures après, une autre modification du champ magnétique terrestre très intense, qu'on appelle un orage géomagnétique. Cet orage géomagnétique s'est passé 17h40 après l'éruption solaire. Il y a eu des aurores boréales ce jour-là qui ont été visibles jusqu'à Santiago du Chili, Hawaï, ce qui est absolument extraordinaire, et un événement extrême observé sur les magnétographes de l'époque jusqu'à Bombay, en Inde. Et coïncidant avec cette éruption solaire, cet orage géomagnétique, eh bien, il y a eu des effets sur les télécommunications, parce qu'il y a des pertes de télécommunications
à l'époque, on utilisait les télégraphes, et pendant des dizaines d'heures, les télégraphes n'ont plus marché, il y a même des relais qui ont pris feu. Donc ça a été le début de ce qu'on appelle l'étude de relations Soleil-Terre. Alors depuis, on a eu d'autres événements de ce type. En particulier, il y a quelques années, il y a une éruption solaire qui a fait la une des journaux, en novembre 2015. Une éruption solaire perturbe les aéroports en Suède. Donc pendant quelques heures, suite à une éruption, les radars des aéroports de Stockholm n'ont pas fonctionné parce qu'ils ont été perturbés en fait par les émissions radio en provenance du Soleil. Donc suite à ça, on est en train de travailler à l'heure actuelle sur une nouvelle discipline qu'on va appeler, qui est un peu plus appliquée, qui s'appelle la météorologie de l'espace. Alors qu'est-ce que c'est que cette météorologie de l'espace, space weather en anglais? Ça consiste à observer, surveiller le Soleil et l'environnement naturel spatial de la Terre et observer ce qui est susceptible d'affecter les activités d'origine humaine, parce qu'on a toujours vécu avec le Soleil ses colères et son activité. Mais aujourd'hui, on est dans une civilisation qui est de plus en plus dépendante de la technologie, avec les GPS, les satellites, etc. Et en fait, on s'est aperçu que cette activité solaire, ces colères, ça peut affecter en fait toutes les technologies que l'on utilise aujourd'hui. Tout comme en 1859, ça a affecté les télégraphes. Donc, on est en train de travailler sur cette nouvelle discipline qui s'appelle météorologie de l'espace et qui essaye de faire le lien entre les tempêtes solaires, ou les colères solaires, et les effets que l'on peut avoir, les impacts que l'on peut avoir donc, sur Terre et qui vont concerner, affecter la navigation par GPS, l'orbitographie des satellites et d'autres choses. Donc, pour vous redonner un petit peu, donc, je vais bientôt m'arrêter, mais pour redonner un petit peu des infos très précises sur ces tempêtes solaires. Donc, l'origine, c'est au Soleil. Je vous ai parlé tout à l'heure donc, des trous coronaux, des éjections de masse coronale et des éruptions solaires. Tout ça entraîne donc dans le milieu interplanétaire, ça envoie dans le milieu interplanétaire vers la Terre du plasma, le vent solaire, mais également des rayonnements UV, X, des rayonnements ionisants et des ondes radio. Et des particules énergétiques, pardon. Le temps de parcours de ces phénomènes jusqu'à la Terre, ça va être variable. La lumière va arriver très très vite. Le rayonnement ionisant, 8 minutes pour arriver sur Terre. Les particules énergétiques, de l'ordre de l'heure. Et tout ce qui est lié aux éjections de masse coronale, ça va aller de 13 heures à 4 jours, suivant la vitesse. Arrive sur Terre, la Terre est protégée par son propre champ magnétique. Voilà ici la Terre, protégée par son propre champ magnétique, qui n'est pas un vrai dipôle, mais qui est un dipôle déformé par l'interaction du vent solaire avec le dipôle magnétique. Donc il y a une partie qui est comprimée face au Soleil et une longue queue dans la direction opposée au Soleil. Quand le vent solaire arrive ou quand les éjections de masse coronale arrivent au niveau de l'orbite terrestre, ce n'est pas l'échelle, le dessin ici, elles sont déviées par ce champ magnétique en grande partie. Mais néanmoins, tout ça, ça va perturber ce système complexe qu'on appelle la magnétosphère, qui est un système de champ magnétique et aussi de courant électrique dans l'atmosphère du Soleil. Et c'est ça, ces modifications, qui vont faire que, loin dans la queue de la magnétosphère, il va y avoir des processus d'accélération de particules qui vont remonter vers la Terre en suivant les lignes de champ magnétique, arriver dans l'atmosphère de la Terre et éventuellement donner lieu aux aurores boréales. Mais ça, c'est très joli, on est content, mais il peut y avoir des effets qui sont beaucoup plus embêtants que les aurores boréales parce que toutes ces modifications peuvent entraîner des courants électriques et des courants électriques induits dans la surface de la Terre
qui peuvent faire sauter des disjoncteurs, entraîner des perturbations sur les pipelines, etc. Donc tout ça, ces impacts sont marqués ici. Et tout ce lien entre ce qui se passe au Soleil, comment ça se propage dans le milieu interplanétaire, comment ça interagit avec la magnétosphère de la Terre et les impacts technologiques, eh bien, ça fait partie donc de ce qu'on développe à l'heure actuelle et qu'on appelle météo de l'espace. Alors, pour revenir maintenant, et c'est la fin, aux aurores que je vous ai montrées au début, les aurores qu'on a vues au Mont-Saint-Michel ou en Nouvelle-Zélande, et bien voici ce qui s'est passé il y a quelque temps. Donc ici en haut, alors maintenant, je vous ai un peu parlé, donc ça c'est le rayonnement X de l'atmosphère du Soleil. Donc c'est les mesures en rayon X. Donc ça c'était le 24 février vers 23 heures, ce pic. Deuxième pic, 25 février vers 23 heures, donc deux éruptions X assez importantes qui se sont produites dans cette région active que l'on voit ici, donc en extrême ultraviolet, qui ont donné lieu à deux éjections de masse coronale. Donc là, je vais vous montrer un petit film si ça marche. Donc voilà. J'espère que vous voyez toujours les films. Voilà, donc une éruption, une des éruptions. Et ensuite, voilà ici un deuxième film qui va, ça c'est le champ des coronographes, vous allez voir. Donc là, c'est des différentes images. Vous avez vu les bulles de matière qui se propagent et voilà, qui vont arriver au niveau de l'orbite terrestre, pardon, vers le 27 février au soir, 28 février. Là, la courbe que je vous montre ici, c'est ce qu'on appelle l'indice planétaire, un KP, qui montre le niveau d'activité. Donc, quand c'est vert, il ne se passe pas grand-chose, jaune, moins. Et quand c'est orange, ça devient très important. Donc, les aurores, elles ont été produites à ce moment-là. Quand il y a des aurores, donc, il y a des particules qui sont des électroénergétiques qui arrivent dans l'atmosphère de la Terre et suivant leur énergie, ils vont descendre plus ou moins bas dans l'atmosphère de la Terre et faire de la lumière rouge, verte, en excitant des atomes d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre et quelquefois du violet. Alors en général, on voit les aurores vertes. Ça, c'est quand on est au pôle. Mais quand on les voit de très loin des régions polaires, comme on a pu les voir, par exemple, enfin, comme certains ont pu les voir avant-hier en France, on voit plutôt la lumière rouge qui est produite plus haut dans l'atmosphère terrestre et qu'on voit de plus loin. Donc voilà, j'avais dit que je finirais sur les aurores. Je suis toujours très très bavarde, excusez-moi. Et pour finir, je voulais vous dire que c'est travailler donc, sur tous ces sujets, c'est passionnant. Ces grandes missions spatiales, c'est aussi une expérience humaine parce qu'on travaille avec beaucoup de gens. Donc là, c'est une partie des gens qui étaient impliqués dans Solar Orbiter J-2 du lancement à Cap Canaveral. Donc on a eu de la chance parce que c'était juste avant le Covid. Donc février 2020, on n'avait pas de masque, comme vous le voyez. Et voilà, on a vu ce lancement de cette mission qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolée pour avoir été un peu longue et j'espère que malgré tout, vous m'avez suivi. Merci Madame Simard pour cet exposé incroyable. Alors, Je ne sais pas si vous entendez des applaudissements, toute la salle vous applaudit. Je vous remercie aussi pour cet exposé complet sur le Soleil, sur aussi le petit bonus en prime ce soir sur les aurores boréales. Nous allons passer aux questions-réponses. Donc messieurs, dames, si vous avez quelques questions, c'est le moment. Bonsoir madame. Je voulais savoir si actuellement le changement climatique a un rapport direct avec le soleil. Pour moi, ça me semble facile de conclure cela. Voilà.
Ça vous semble facile de conclure cela? Oui, le soleil chauffe, donc on chauffe. C'est aussi simple que ça. Le soleil a toujours chauffé. Donc, je pense que c'est plus compliqué que ça. Le soleil a toujours chauffé. Alors, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ont fait, enfin, qui ont fait de physiciens, c'est les physiciens de l'atmosphère de la Terre, hein, c'est pas, qui ont fait des études et qui montrent, je veux dire, je pense que c'est enfin, de mon point de vue, je suis convaincue que quand on regarde la mesure de la température dans l'atmosphère de la Terre et son évolution au cours du temps, elle a énormément augmenté depuis les années 60. Les gens qui font l'évolution du climat, hein, ce n'est pas ma spécialité, mais ils font des modèles, effectivement, et ils tiennent compte de la variation de l'activité solaire. C'est inclus dans leur modèle. Et le Soleil n'est pas plus actif aujourd'hui qu'il ne l'a été dans les années 1930. Donc l'augmentation de la température dans l'atmosphère de la Terre n'est pas forcément liée à la variabilité de l'activité solaire. Je pense que c'est assez bien démontré que c'est lié à l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bonsoir, merci pour l'exposé. Je voulais savoir si toutes les étoiles fonctionnaient de la même manière que le Soleil ou s'il y avait différents fonctionnements des étoiles. Alors, toutes les étoiles, elles fonctionnent, oui, plus ou moins comme le Soleil. C'est-à-dire que à l'intérieur des étoiles, il fait chaud, c'est très dense, donc il y a de la fusion nucléaire. Après, en fonction de la masse de l'étoile, elles vont consommer plus ou moins vite leur combustible nucléaire, et donc elles vont avoir des phases d'évolution qui sont plus ou moins rapides ou lentes. Notre étoile, le Soleil, est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la séquence principale de l'évolution des étoiles. Notre étoile, c'est une étoile qui n'est pas très grosse, qui n'est pas très petite non plus. Et donc, c'est une gentille petite étoile modérée. C'est peut-être pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Parce que si on est au voisinage des grosses étoiles ou des étoiles trop actives, peut-être que les conditions de développement de la vie n'auraient pas été complètement satisfaites, parce qu'il faut du temps pour que la vie se développe. Alors après, je vous ai dit, notre étoile, donc il y a effectivement ce qui se passe à l'intérieur, les réactions de fusion, et puis il y a aussi ce qui est lié à, dont je vous ai plutôt parlé, c'était ces aspects activité, éruption, colère, etc. Tout ça c'est lié au fait qu'il y a un champ magnétique sur le Soleil. Alors, on peut imaginer qu'il y a forcément des champs magnétiques sur toutes les étoiles, mais on ne les a pas forcément mesurés partout, parce que ce n'est pas forcément facile de mesurer le champ magnétique. On sait néanmoins, dès à présent, par des observations qu'on a faites dans les 20 dernières années, soit avec des instruments au pic du Midi, soit avec des satellites, qu'il y a un certain nombre d'étoiles qui ont aussi des champs magnétiques, comme le Soleil, probablement des éruptions, et qu'il y a aussi un certain nombre d'étoiles qui ont une atmosphère, donc la couronne, qui ont des couronnes plus chaudes que leur surface, comme le Soleil. Et ça, on le sait parce qu'on a observé ces étoiles toujours avec des instruments qui donnent des observations, des instruments à bord de satellites qui permettent d'observer donc les rayonnements ionisants, extrêmes ultraviolets, X. D'autres questions? Bonsoir. Je voudrais savoir comment va se terminer la vie du satellite. Est-ce qu'il va être projeté vers le Soleil ou est-ce qu'il va s'écraser, faire des mesures? La vie du satellite, de quel Solar Orbiter? Oui, c'est ça. A priori, je pense qu'il ne va pas s'écraser sur le Soleil parce qu'une fois qu'il va être, je veux dire, il va avoir son orbite. Donc là, elle est modélisée jusqu'à 2029-2030. Donc, il va se mettre en orbite autour du Soleil avec des périhélies de l'ordre de un tiers de la distance Soleil-Terre.
Ensuite, évidemment, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des collisions, hein. Il y a des collisions quelquefois. Et puis, surtout, mais a priori, sauf si on fait une mission kamikaze, c'est-à-dire comme par exemple on a fait terminer, je sais plus, je crois que c'est Cassini Huygens, on a fait plonger dans l'atmosphère de Saturne. Sauf si on décide de faire plonger le Soleil, Solar Orbiter, dans l'atmosphère du Soleil, sinon il reste en orbite. Après, les instruments ne fonctionnent peut-être plus. C'est une autre question. Tout ce qu'on souhaite déjà, c'est qu'il fonctionne jusqu'à 2029. Mais pour le moment, on espère que c'est bien parti. On est vraiment au début de cette mission. Et comme je vous l'ai dit, quelque part en exposé, on a lancé un satellite d'observation solaire à l'ESA en 1995, SOHO. C'était aussi une collaboration ESA-NASA et SOHO. Alors, il y a des instruments qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, mais il y a encore au moins 2 ou 3 instruments qui fonctionnent. Donc, ça fait 95, ça fait presque 27 ans. Une autre question que j'avais vous poser, est-ce qu'il y a une complémentarité entre Solar Orbiter et Parker Solar Probe? Ah ben oui, tout à fait. Alors moi, je ne vous ai pas parlé beaucoup de Parker. Naturellement. Comment? Est-ce que les échanges se font naturellement? Ah, alors, disons que comme dans toute relation scientifique avec des collègues qu'on estime, c'est toujours des relations, des relations de collaboration et compétition, c'est les deux en même temps. Mais on est très content parce que les 2 missions marchent super bien toutes les 2 et elles sont très différentes. Donc Solar Orbiter, c'est un gros satellite avec 10 instruments qui a la particularité donc d'avoir à la fois donc des mesures, des instruments qui vont mesurer les paramètres du plasma où on est, donc le champ magnétique, la densité, donc les mesures in situ, et combiner ça avec de l'imagerie UV que je vous ai montré, les pôles, etc. Parker Solar Probe, la sonde américaine, c'est une mission, c'est un satellite beaucoup plus petit qui ne comporte que 4 instruments et en particulier qui ne fait que des mesures locales du milieu. Mais par contre, il arrive plus près, il se rapproche plus proche, il se rapproche plus près du Soleil puisqu'il a déjà fait des périhélies à 10 rayons solaires de la surface du Soleil. Donc en fait, c'est complémentaire. Les 2 missions sont complémentaires. J'espère que ça répond à vos questions. J'avais une autre question encore justement sur ce satellite. Est-ce que vous profitez du fait de vous rapprocher de Vénus pour faire quelques mesures sur Vénus ou pas du tout? C'est vraiment dédié au Soleil? Alors, j'ai entendu Vénus. Plus près du micro, ouais. Ouais. Oui. Je voulais savoir si vous profitiez du fait de vous rapprocher de Vénus pour faire des mesures sur Vénus ou si vraiment c'est dédié au Soleil le satellite. Alors, il y a effectivement certains collègues qui ont utilisé les passages près de Vénus pour faire pour faire de la science autour de Vénus. Alors, c'est pas de la planétologie parce qu'on n'a pas vraiment des instruments pour faire ça, donc on va pas aller faire des photos de la surface de Vénus, par exemple. Hein. Mais par contre, comme on a des instruments, notre mission, elle est quand même dédiée à l'étude des plasmas, donc des milieux ionisés. Et il y a des plasmas autour de Vénus. Vénus a aussi, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, Vénus a un champ magnétique. Donc, il y a aussi une interaction du vent solaire avec le champ magnétique de Vénus. Il y a une onde de choc en amont de Vénus. Donc ça, oui, on a des collègues qui ont utilisé les données des instruments quand ça s'est rapproché de Vénus pour faire ce type d'études. Et il y en a qui sont aussi, comme on est venu très très proche de la Terre aussi, le 27 novembre,
il y a aussi des gens qui ont regardé des choses sur ce qui se passe dans l'environnement terrestre. Mais les instruments ne sont pas forcément faits pour faire ça. Et comme je l'ai montré aussi, on peut aussi voir, par exemple, étudier des interactions entre ces nuages de matière qui viennent du Soleil et les comètes. Bonsoir. Il semblerait que Vénus et Mars vont se retrouver demain soir après le coucher du Soleil jusqu'à 21h. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Est-ce que vous pouvez répéter, parce que j'ai entendu Mars, Vénus. Mars et Vénus devraient se retrouver très proches l'une de l'autre demain soir entre le coucher du Soleil et 21h, d'après les informations des journaux locaux. Oui. Vous pouvez confirmer? Ah, mais très proche dans le ciel. Oui. Mais pas forcément très proche pour autant. Du point de vue de la Terre, finalement. Bah, De l'enjeu. non, mais je veux dire, si on regarde le ciel, peut-être qu'on va voir Vénus et Mars à côté, mais ils sont quand même pas à côté. Oui, non, mais Mais là, je peux pas vous dire. Là, ça fait. Je n'ai pas regardé le ciel, donc je vous crois sur parole. Bonsoir. Vous nous avez dit que le cœur était à 15 millions de Kelvin, le cœur du Soleil était à 15 millions de Kelvin et la couronne à 1 million. Entre les deux, on a la surface qui est à 5700 Kelvin. Alors, oui. Bon, ça paraît effectivement très très bizarre. Et puis, en plus de ça, c'est très précis, les 5700. Alors, est-ce que, bon, c'est effectivement mystérieux jusqu'à aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des scientifiques qui ont avancé des théories, même si elles ne sont pas vérifiables aujourd'hui? Est-ce qu'on a des débuts d'embryon de théories d'explication de ce phénomène? L'explication de ce phénomène, du fait d'avoir une température intermédiaire plus faible que les deux autres. Ça fait vraiment très très bizarre. Oui, parce que donc à l'intérieur du Soleil, donc c'est chaud. Alors en fait c'est le poids de la matière, qui fait chauffer l'intérieur du Soleil. Enfin, je veux dire, c'est la contraction de l'étoile. Donc, c'est chaud à cause de ça. Donc, après, c'est chaud, donc il y a les réactions nucléaires. Ensuite, autour du noyau, quand on va du noyau à la surface, ça devient de plus en plus froid parce qu'on n'a pas de source de chaleur. Donc, quand je dis à la surface, on est à 5700 degrés ou 6000, bon, il faut savoir qu'on ne met pas un thermomètre, hein. C'est pour connaître la température, pour déterminer la température, on utilise des lois de physique qui sont les lois des rayonnements des corps noirs, en gros. Donc ça permet, on regarde l'intensité de la lumière émise, ça donne une température du corps qui émet. Donc ça, jusque-là, que ça se refroidisse en s'éloignant de la source de chaleur, ça se comprend. Ensuite, ce qui se comprend moins, c'est qu'effectivement, quand on va dans la couronne, ça devient plus chaud. Mais c'est en même temps, c'est plus chaud, mais c'est en même temps moins dense. Donc, c'est le plasma qui est chaud, donc c'est la vitesse d'agitation des particules, finalement, qui donne cette notion de température. Alors, donc, puisque ça devient plus chaud, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on apporte de l'énergie pour que ce soit plus chaud. Donc, cette énergie, en fait, elle va avoir... Il y a deux grandes théories, en fait, pour chauffer la couronne du Soleil et des étoiles. C'est donc d'apporter de l'énergie par des ondes qui ensuite vont se dissiper dans l'atmosphère et donc fournir l'énergie des ondes. Alors, pourquoi des ondes? Parce que ça, je n'en ai pas parlé, mais la surface du Soleil, il y a toujours des mouvements de matière, on les observe. Donc, ces mouvements de matière, il y a aussi des lignes de champ magnétique qui bougent. Ça peut créer des ondes sonores ou tout un tas d'ondes qui vont partir de la surface du Soleil et s'élever dans l'atmosphère du Soleil. Ces ondes,
comme le milieu il est très très différent à la surface et dans l'atmosphère, il y a un moment où les ondes n'arrivent plus à se propager et donc l'énergie qui est contenue dans les ondes va se dissiper, qui peut contribuer donc à l'apport d'énergie au milieu. Donc ça, c'est une théorie. L'autre théorie, je vous ai parlé, donc je vous ai dit que l'atmosphère du Soleil est extrêmement magnétique. Il y a beaucoup de processus qui sont liés à l'activité magnétique, qui sont liés à ce qu'on appelle des processus de reconnexion magnétique. En gros, d'abord, l'énergie peut être contenue dans du champ magnétique. Hein. Ça c'est des lois de physique. L'énergie magnétique, c'est proportionnel au carré du champ magnétique. Et puis, donc, si on a du champ magnétique, on a de l'énergie magnétique. Et cette énergie peut éventuellement être transformée en autre chose si on a des processus de reconnexion magnétique, comme on a dans les plasmas de laboratoire. C'est-à-dire que quand on a des lignes de champ magnétique, j'essaie de faire ça, qui ont des directions opposées, en fait, et qui sont proches, ça c'est assez instable, elles se rapprochent et elles se transforment, elles se reconnectent, elles changent de configuration. Et dans ce processus, il y a ça c'est mesuré en laboratoire, il y a du chauffage localement, de l'accélération de particules, des jets de matière, etc. Donc il y a de l'énergie qui provient du champ magnétique qui est donné au plasma. Donc c'est là l'idée, par exemple, des feux de camp dont je vous ai parlé. Si on voit tout le temps, avec nos nouveaux instruments, des petits embryoncements dans l'atmosphère du Soleil, même très petits, mais qu'on les voit tout le temps, peut-être, ces phénomènes ils sont liés à du champ magnétique, qui vient d'en bas, bien évidemment, mais du champ magnétique qui contient l'énergie. Et peut-être que si on a ces petits phénomènes tout le temps dans l'atmosphère du Soleil, eh bien, ça peut libérer suffisamment d'énergie pour expliquer ce chauffage. Donc, voilà les deux interprétations, les deux grandes lignes d'interprétation. Merci Madame Zimmer. Nous allons finir ainsi notre échange. On vous applaudit encore bien fort pour cet exposé. Merci. Merci à vous de votre disponibilité ce soir pour nous engager sur cette évasion solaire et puis pour le petit bonus, comme je disais tout à l'heure, sur les aurores boréales. Et puis, du coup, on se rencontrera à nouveau dans d'autres cycles d'astronomie, j'en doute pas, pour d'autres voyages solaires. Merci également, public, d'être là ce soir avec nous. Et puis, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Toujours. Et puis, la semaine prochaine, nous nous engageons sur les voies de Jupiter avec le laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes, l'un de nos partenaires d'ailleurs. Et je remercie également Curiosity pour la technique, pour tout, pour le partenariat. Celle d'Anjou également, pour notre partenariat également depuis des années. Et également Terre des Sciences, dont je fais partie. Voilà, je vous souhaite à tous, public et Madame Zimmer, une très bonne soirée. Merci. Au revoir.